Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, pourra répondre à celle de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la laisse évidemment en barre d'infos, car la semaine dernière, je vous partageais ma sélection ultime de lecture automnale de tous les temps, depuis que j'ai créé la chaîne, je pense. Donc il y a des livres que j'ai présentés il y a pas mal de temps, et il y en a que j'ai lus dernièrement. Et dans les commentaires, eh bien, vous avez été, ma foi, très inspirants. Voilà, alors, tout bonnement, ma liste d'envie n'a pas explosé parce que c'est drôle. Il y a des livres que vous m'avez conseillés, que vous avez conseillés aux autres lectrices qui regardaient la vidéo, évidemment. Des livres que j'avais déjà dans ma liste d'envie. Donc vous avez juste fait monter les livres, on va dire, de certains niveaux et qui me disent « ceci ne tarde peut-être pas trop » parce que c'est quand même des recommandations qu'on t'a faites plusieurs fois, voilà, et en plus ils sont déjà dans ta liste d'envie. Vous l'aurez compris, pour faire réponse à la vidéo de la semaine dernière, aujourd'hui, je vais vous présenter ces livres qui auraient pu terminer dans mon panier d'achat là, dernièrement. Et évidemment, ce ne sont quasiment que des éditions de 2024, alors des fois c'est des versions poche qui sont sorties là en 2024 et le grand format est évidemment sorti bien avant, mais c'est des trucs, tu vois, récents, voilà, et moi je suis pas la reine du récent. Je suis un peu celle qui laisse traîner, qui achète, qui laisse traîner, qui prend 2 ans pour les lire. Donc lire des choses qui, de la même année dans laquelle elles sont sorties, c'est pas une habitude pour moi. D'où le fait que la liste d'envie existe. J'ai déjà fait une vidéo comme ça il y a quelques mois. Le concept de la liste d'envie, vous la connaissez je pense tous et toutes, mais je rappelle vite que pour moi c'est un outil hyper pratique dans lequel je vais mettre tous les livres qui me font envie, qui fonctionne un peu comme un sas de décision. C'est-à-dire que si le livre d'envie reste dans la liste d'envie, pendant un bon moment, que je vais souvent lire le résumé et que le résumé, les avis qui le concernent me branchent toujours, il y a de fortes chances que ce livre termine en achat. Si tout à coup un livre finalement, selon certains avis, selon certains résumés aussi qui, je sais pas, je les ai mis, mais finalement en les relisant je me dis que c'est finalement pas du tout mon style, ou plus du tout mon style, je préfère les enlever et comme ça m'économise du temps et des sous. D'ailleurs, petit fun fact, dans la dernière vidéo Wishlist, vous aviez été certains et certaines à me déconseiller certains livres, et bien ça a fait que les livres sont partis. Et comme ça, je vous en remercie grandement. J'espère que j'ai sélectionné d'ailleurs des titres que j'ai pas présentés dans la dernière vidéo. Rien n'est moins sûr. Mais pour aller avec cette thématique liste d'envie, je me suis dit que c'était le bon moment de vous présenter cet article de cette marque que j'affectionne particulièrement, donc merci beaucoup à Ava et May de sponsoriser cette vidéo. Vous les connaissez maintenant, c'est une marque de bougies et de parfums d'intérieur avec laquelle je collabore depuis un bon moment. Et cette année, ils sortent leur calendrier de l'Avent. Oh, qu'il est beau! Oh, il est absolument magnifique! Vous comprenez un petit peu l'idée, liste d'envie, liste au Père Noël, tout ça, je trouvais que les deux thématiques se répondaient plutôt bien. Alors dans ce magnifique calendrier de l'Avent, on va retrouver 9 produits totalement nouveau, totalement exclusif, rien que pour le calendrier de l'Avent. Et puis bah, les autres, évidemment, ce seront des produits que vous avez peut-être déjà vus sur le site de Ava et May, mais qui, écoutez, là, va vous permettre eh bien, de passer un bon mois de décembre. Alors déjà, rien que niveau design, je le trouve absolument splendide. La boîte se gardera d'ailleurs pour soit offrir, soit faire quelque chose d'autre avec, donc c'est pas du tout à jeter par après. Vas-y, on va se faire plaisir, je vais en ouvrir un pour voir. Je crois que le 14 c'est un exclusif. J'aime énormément aussi tous les petits paquets. Ça reproduit, je trouve bien, l'effet paquet cadeau sous le sapin. Je suis sympa quand même, hein. Je me sacrifie pour vous en présenter quelques-uns, histoire de vous faire un petit peu envie. Je me dis que d'ici le 14, j'aurais oublié ce qu'il y a dedans. Oh, Soothing Mind, Dreaming Away. Oh, ça j'adore. C'est donc frésia, lavande et bois de santal. On a un côté très rafraîchissant, très poudré, un petit peu comme ça, qui rappelle clairement les matins d'hiver où la neige est tombée, enfin bref. J'essaye de vous faire des descriptions de parfums, il n'y a rien de plus difficile, mais vous avez compris l'idée. Ils ont fait un truc qui est pas mal pour sortir les petits paquets, c'est qu'il y a une petite encoche qui vous permet vraiment d'aller chercher votre petite boîte, ce qui est vraiment cool. Ah, oh, j'adore ce genre de truc. Une petite brume, un petit spray pour oreiller. C'est Clean Mind. Ouh, ça je vais aimer. Ambre, coton et muguet. Oh, c'est frais. Oh, j'adore. Ça se présente comme ceci. Et ça, c'est vraiment mon petit truc du soir. J'en ai une ou deux de ces petites brumes d'oreiller. Tu sais, je sais pas, ça provoque quelque chose sur mon esprit qui me dit, c'est l'odeur du dodo. Et c'est bien ces formats. Tu peux les prendre avec toi. Allez, un petit dernier. Oh oui, j'adore celle-là. C'est la Dresden dans la gamme Germany que j'avais eu en grand et que j'aime énormément. Ça, c'est les veillées de Noël, tu vois, pour moi.
Et donc, bien évidemment, vous vous en doutez un petit peu si je vous le présente, c'est que vous avez une offre exclusive qui va vous permettre, avec le code Margot Noël, que je vous laisse ici, d'obtenir le calendrier de l'Avent jusqu'au 1er décembre à moins 25%. Pour la partie un petit peu technique et chiffres, la valeur de ce que contient le calendrier de l'Avent, on est à 300 €. Le calendrier de l'Avent, il vaut 130 €. Et avec le code Margot Noël, eh ben, vous l'avez à moins de 100 €, vu que vous le payez 97,50 €. Joyeux Noël. Mais si vous n'avez pas que le calendrier de l'Avent à prendre et que vous voulez faire encore d'autres achats, parce que vous dites que vous avez justement des cadeaux à faire, vous pouvez faire tous vos achats avec le code unique Off Margot qui lui est valable jusqu'au 8 octobre par contre uniquement, donc vraiment c'est une courte période. Vous avez donc moins 50% sur les favoris d'automne, vous avez moins 40% sur tout le reste de la boutique et les parfums pour voiture, vous avez moins 30% sur leur gamme Club Noé, et évidemment vous avez compris avec ce code-là également le moins 25% sur le calendrier de l'Avent. Le concernant, je vous ai tout dit, nous passons maintenant à ma liste d'envie, donc s'il y a un petit Papa Noël quelque part qui traîne et qui écoute cette vidéo, voilà ce que j'aimerais recevoir pour Halloween du coup, parce que c'est pas vraiment des thématiques Noël quoi, tu comprends. Donc, on disait, liste d'envie que j'aurais pu acheter cet automne, parce qu'on n'a jamais trop de livres, hein, n'est-ce pas? On n'a jamais assez de livres, et on n'a jamais trop de livres non plus. Voilà, tout ça c'est un combo qui va ensemble. Est-ce qu'il y a un ordre particulier? Absolument pas. J'ai sorti une douzaine de titres de ma liste d'envie qui en compte presque 90 sur Livre Addict, là où je me dis, franchement, j'aurais pu les acheter. Pour les lire cet automne ou j'en sais rien trop quoi, mais j'aurais pu les acheter et ce sera probablement fait dans pas très longtemps. Voilà. Donc d'ailleurs n'hésitez pas, si vous-même vous avez lu certains de ces livres, à me mettre vos avis en commentaire, comme ça ben, ça pourra peut-être me motiver ou me démotiver et donc m'éviter certains achats. Alors je pense qu'il y a des titres que vous avez vus un petit peu partout, il y en a d'autres que vous avez un peu moins vus, mais je vais commencer avec un qui a fait beaucoup de bruit, qui continue à en faire beaucoup, que ce soit pour sa version anglaise ou alors sa version française qui est arrivée là très dernièrement. Il s'agit de Bride de Ali Hazelwood, qui va être une romance fantastique entre une vampire et un loup-garou. Comme ça sur le papier je me dis, écoutez, non. J'ai passé tout ça, c'est fini, Twilight, c'est fini, tous ces trucs bidule chouette. Mais j'en ai très envie quand même, je pense que la couverture aide beaucoup. Mais là où je pense que la plupart d'entre nous avons un petit peu passé l'âge des Twilight, j'ai l'impression que Bride, vu en tout cas ses avis et ses notes, a l'air d'aller un petit peu plus en... voilà, hein, n'est-ce pas, en profondeur. Enlever le côté fantastique, transposer ça entre deux clans rivaux de je sais pas quoi, qui décident de faire une alliance par un mariage. Et là, c'est un petit peu le cas, mais chacun, évidemment, des parties va avoir ses raisons propres pour lesquelles ils acceptent ce mariage arrangé. Et ça risque de tourner légèrement en autre bout d'un mois. En tout cas, comme ça, vu un peu les avis, vu que j'aime quand même beaucoup le fantastique, ça me plaît. Est-ce que la romance va prendre trop de place et donc va me saouler? C'est ce qui me fait peur. D'où le fait qu'il n'ait pas dépassé le stade de la liste d'envie pour l'instant. Le prochain me fait grandement penser à un titre que j'ai lu dernièrement et que je vous ai présenté. Il s'agissait... Comme je ne l'ai pas beaucoup aimé, je suis désolée, j'ai oublié. Je vais vous remettre la couverture juste ici. On y parlait de réinsertion de loups, une jeune vétérinaire qui débarquait dans le coin, enfin qui redébarquait dans le coin et qui va un petit peu se friter aux locaux qui sont pas très contents que ces loups soient réapparus, et une famille qui visiblement a l'air très encline à protéger les loups en question. Dans Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy, l'une d'entre vous qui me l'a conseillé, enfin qui était en train de le lire et qui m'a dit mais c'est marrant, t'es en train de lire donc l'autre livre dont j'ai malheureusement oublié le titre, ça m'y fait un petit peu penser, sauf que là on va suivre une biologiste qui elle est là pour justement suivre la réinsertion des loups en Écosse dans les Highlands et qui va forcément se friter aux locaux, aux paysans qui ont peur pour leur bétail. Et un petit peu comme la cerise sur le gâteau ou les M&M's dans le McFlurry, c'est vous qui voyez, quelques jours après cette fameuse réinsertion, le corps atrocement mutilé d'un éleveur va être retrouvé. Donc ça pue un peu. Paraît-il que c'est très beau, que c'est très nature, j'adore ça, voilà. Donc j'aime bien aussi vous présenter des titres qui parlent de nature writing, qui parlent de monde sauvage, de monde animal. C'est quelque chose comme thématique dans des bouquins qui me plaisent beaucoup. J'ai beaucoup d'espoir sur celui-ci, j'ai un petit peu peur que l'écriture soit peut-être un peu trop contemplative, mais encore une fois, je pense qu'il y a des livres, si tu sais plus ou moins dans quoi tu t'embarques, comme style de plume, tu peux te laisser embarquer. Si tu sais que c'est vers ça que tu vas, laisse-lui sa chance. Et puis bon, moi tu me proposes l'Écosse, les Highlands, des loups. Il y a un petit peu trop de choses qui coïncident pour que ça me plaise.
Le prochain, c'est mon amie Nin Gorman qui me l'a conseillé parce qu'on parlait cet été quand je l'ai revu à l'occasion de Book Lovers, un festival qui avait lieu pour la première fois à Lausanne, et d'ailleurs je suis trop contente de savoir qu'une deuxième édition aura lieu l'année prochaine en 2025. Je lui parlais d'une de mes lectures en cours à ce moment-là, qui était Tainted Hearts, et je crois bien que c'était de cette fameuse autrice Jen Guerrieri, et je lui disais que j'étais moyennement fan, que j'avais un petit peu de la peine, etc. Que, voilà, déjà l'univers, entre la musique et tout, ça me parlait moyen. J'adore la musique, mais là, en l'occurrence, les personnages en tant que tels me plaisaient pas dans leur évolution et dans leur construction. Et elle me dit, mais c'est marrant que tu me parles de cette autrice, je viens de terminer L'Aube écarlate, le premier tome de sa nouvelle série, et ça, par contre, je suis quasi sûre que tu pourrais aimer. Pourquoi elle m'a dit ça? Parce que toutes les deux, quand nous avions lu Six of Crows de Leigh Bardugo, nous avions été mais totalement convaincus. Voilà, on avait été happés par cette histoire, on avait adoré tous ces personnages, et c'est vrai qu'aujourd'hui je peine un petit peu à retrouver un univers qui pourrait ressembler à Six of Crows, et pourtant j'en ai très envie. Dans L'Aube écarlate, on est dans les années folles à Paris, et on va rencontrer une jeune femme qui, à l'aube de ses 19 ans, va devoir prendre le rôle de chef de famille, parce que son père est décédé pendant la guerre, et c'est pas forcément évident, parce qu'il les a laissés dans une sale situation, avec un peu une grosse épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Elle va un jour, pour s'en sortir, dérober un bijou, visiblement d'une grande valeur, mais trop tard, elle va se rendre compte que ce bijou appartient à un des chefs de gang des plus grands clubs de malfaiteurs de Paris qui sèment la terreur une fois la nuit tombée. Donc je vois ce qu'elle veut dire quand elle me disait que ça lui a fait penser à Six of Crows, parce qu'en effet, on est dans ce côté très bas-fond, avec une bande de malfrats qui sont ni tout blancs ni tout noirs. J'ai un petit peu peur là que la romance prenne trop de place, encore une fois. Moi, pour ce genre d'histoire, je viens pas forcément pour la romance, et là j'ai un peu peur que la romance supplante un petit peu le tout. À voir, encore une fois, je serais très curieuse d'avoir vos avis. La sorcière écarlate, je crois justement que c'est certaines d'entre vous qui me l'aviez conseillé dans la dernière vidéo. Ah non, hein, les moustiques c'est fini. Pardon. Ça suffit là, oh, attends, on est le 2 octobre, je reprends. Donc il me semble que c'est un titre que quelques-unes d'entre vous m'aviez conseillé dans ma dernière vidéo, qui était un petit peu ambiance justement, sorcière, vous comprenez, c'est un thème qui me plaît beaucoup, que j'aime bien. J'aime bien l'idée parce que on se retrouve à Salem, mais quand même des années plus tard, voire même un siècle et demi après les fameux procès des sorcières de Salem. Isabelle a dû fuir son pays natal pour venir en Nouvelle-Angleterre, elle va visiblement perdre son mari un peu dans la foulée et se retrouver toute seule à Salem. Elle va très rapidement faire la connaissance de Nathaniel Hawthorne, qui, si vous êtes un petit peu familière avec les procès des sorcières de Salem, est un nom qui est très important dans ces fameux procès. Donc elle essaye de son côté de cacher un peu son pouvoir, elle a un don, celui de percevoir les couleurs des lettres et des sons. Lui essaye également de vivre tout en portant la culpabilité de son nom de famille. Le thème en tout cas me plaît beaucoup, cette espèce de retour aux sources, mais également le poids de tes ancêtres sur toi, sur ton toi présent, qui doit porter soit un nom, parfois même un prénom, que tu as hérité de personnes qui ont peut-être fait des choses pas très bien dans leur vie passée. C'est en tout cas ce que semble promettre la sorcière écarlate. Alors celui-ci, c'est même plus que je l'attends à ce stade, c'est que je fais des incantations tous les soirs pour provoquer sa sortie. Bon, on y arrive, il sort la semaine prochaine normalement, croisons les doigts. Le Familier de Leigh Bardugo, je vous en parlais juste avant, vous savez maintenant que c'est une autrice que j'affectionne énormément pour bon nombre de ses œuvres. Le Familier est sorti en début d'année en anglais, il devait sortir plus ou moins 1 mois et demi, 2 mois après en français, mais il a été repoussé et retardé, donc normalement on devrait l'avoir maintenant, donc pour cet automne. J'espère que Leigh Bardugo aura réussi ici encore une fois à faire ce qu'elle a fait dans ses précédents romans, c'est-à-dire avoir une sombre histoire avec des personnages, encore une fois, ni tout blanc ni tout noir, je le dis plusieurs fois, saupoudrés d'un petit peu de magie, et quand même avec énormément de conflits intérieurs et extérieurs. Là franchement le résumé c'est exactement ce que ça laisse supposer. Nous nous retrouvons à Madrid au XVIe siècle, on va rencontrer Louisa qui est une petite bonne de cuisine qui sait faire de la magie. Donc ça l'aide un petit peu pour ses corvées du quotidien, jusqu'au jour où son talent va remonter jusqu'aux oreilles de la reine, et la reine décide d'utiliser les talents de Louisa pour redorer un petit peu son image auprès de la cour et de ses sujets. Sauf que ça ne doit pas s'arrêter là, vu que l'un des secrétaires du roi, fraîchement engagé, va également tomber sur les pouvoirs de Louisa, et donc il se dit qu'il pourrait utiliser
les talents de la jeune fille, pas seulement pour redorer l'image de la reine, mais au-delà, c'est-à-dire avoir un aspect beaucoup plus politique. Et moi j'adore ce genre d'histoire, parce que là, à mon avis, en tout cas c'est ce que j'espère, mais normalement c'est ce que Leigh Bardugo sait faire. Oui, il y a souvent des histoires d'amour, mais comme dans bon nombre de romans qui ne sont pas des romances, dans ces romans, et heureusement, chez elle, les romances ne prennent pas le dessus sur le reste de ces intrigues, c'est-à-dire que la politique est très importante, les interactions entre les personnages ont plus d'importance que leurs histoires de cœur. Et donc, rien que pour ça, merci. Donc celui-là, je veux rien savoir, je veux rien entendre, de toute façon, je vais le prendre. Celui-là, ce qui me rassure sans me rassurer, c'est que depuis le temps que vous me le conseillez, il a eu le temps de sortir en poche. C'est l'histoire de ma liste d'envie. D'un côté, ça m'arrange. Bien sûr que les grands formats sont très beaux, ils font beau dans la bibliothèque, mais de 1, c'est cher, et de 2, ça prend beaucoup de place. Là où un poche a l'avantage quand même de coûter un peu moins, et en plus d'être plutôt cool à transporter. Je vous parle du titre de Alex E. Harrow, Le temps des sorcières. S'il m'a pas été mentionné au moins 10 fois, je pense, celui-ci, depuis qu'il est sorti, voire plus, je ne sais pas combien de fois il a été mentionné. J'aime assez parce que c'est un résumé qui en dit pas trop non plus sur exactement l'intrigue qu'on va suivre. On sait juste que fut une époque où les femmes étaient redoutables en magie, étaient de véritables sorcières très puissantes, jusqu'au jour où les hommes ont dressé des bûchers pour les brûler, et à partir de ce moment-là, la plupart des sorcières ont décidé de se taire et de cacher leur magie. Jusqu'à un fameux trio de sorcières qui sont très en colère, comme nous le sommes toutes par moments, et je pense à des moments plus que d'autres, et qui décident de relaisser la magie les imprégner et de redonner vie à cette magie en elles pour le meilleur et peut-être certainement le pire. C'est un one-shot, donc j'aime bien parce que ça veut dire que tu lis ton histoire, après elle est finie, et normalement il n'y a pas de suite, en tout cas j'en ai pas vu d'annoncé. Après, il y a des titres que je ne vois passer nulle part sur les réseaux et qui débarquent parce que de temps en temps encore je vais en librairie pour me faire un petit peu envie. Ça a été le cas pour Les Enfants Loups de Vera Buck. Vera Buck est là notée comme étant allemande. J'ai un doute quand même à savoir si elle n'est pas aussi plutôt suisse-allemande, plutôt du côté suisse niveau frontière que du côté allemande, mais enfin bon, le titre en langue originale est écrit en allemand et il s'appelle bien évidemment Wolfskinder, donc les enfants loups. Évidemment c'est un titre qui m'a sauté aux yeux, pourquoi? Parce qu'il fait partie d'une maison d'édition que je suis énormément et que je regarde un petit peu les dernières nouveautés qui arrivent, Gallmeister. Encore une fois on va y rencontrer des loups. Nous nous retrouvons dans des montagnes très sauvages, très dangereuses, et la jeune Rebecca a toujours voulu partir de cet endroit jusqu'au jour où elle disparaît. 10 ans plus tard, sa meilleure amie est devenue journaliste pour le journal local et elle va réenquêter sur cette affaire parce que des disparitions vont à nouveau avoir lieu. Et pour elle, elle en est sûre, sa meilleure amie n'est pas tout simplement partie comme elle disait vouloir le faire, elle a bel et bien soit été enlevée, soit assassinée. Encore une fois, leur couverture chez Gallmeister. Incroyable. On revient dans cette thématique un petit peu horreur et donc parfaite pour la période Halloween, etc. avec Les Possédés de Johanna Van Veen. Donc je vais vous dire pourquoi ce livre est arrivé dans ma liste d'envie. Johanna Van Veen, jeune pousse des lettres néerlandaises, s'initie un premier roman prometteur entre gothique et horreur, romance, enquête psychologique et thriller, inclassable et réjouissant. Et moi j'adore les ovnis, j'adore les trucs inclassables, j'adore les trucs du... Il y a un peu de ci, mais il y a un peu de ça, mais il y a aussi beaucoup de ci, il y a aussi beaucoup de ça, et donc là on est complètement là-dedans. Et donc le résumé se termine quand même par « Prenez garde jeune fille, si les esprits compagnons sont votre consolation, ils pourraient aussi être votre malheur, à moins que tout ceci ne soit que folie. » Ok, j'accepte. Prochain titre avec Place d'âme de Sarah Schneider. Cette fois, je ne me trompe pas, Sarah Schneider est bel et bien suissesse. Et elle va nous embarquer dans le Jura. Et on va rencontrer un personnage qui, à travers le résumé, je n'arrive pas à déterminer si c'est un homme ou une femme, mais qui va faire appel à une vieille magie ancestrale pour réveiller les défunts de cette fameuse place d'armes, pour éventuellement reprendre les droits sur le Jura en tant que tel, et donc essayer d'évincer un petit peu les gens qui veulent absolument bétonner et défigurer ce petit bout de pays. Celui-ci, je n'en ai pas entendu parler, c'est quelqu'un d'entre vous qui me l'aviez conseillé, je crois, sous une de mes dernières vidéos liste d'envie, ou alors sur ma sélection de sorcières, je ne sais plus. Moi, quand j'ai vu que l'autrice était suissesse, je me suis dit, ben tiens, ça me parle, j'ai envie. J'en ai pas beaucoup entendu parler, mais le peu d'avis qu'il y a, ils sont plutôt bons, donc ça me laisse espérer quelque chose de prometteur.
Rendez-vous sur l'île de l'horloge de Meg Schaffer, celui-ci je l'ai vu passer dans une des dernières vidéos de... Non, je dis ça mais ça fait peut-être quand même quelques mois, de Darling Daisy, qui est une vidéaste que j'affectionne énormément, que vous êtes nombreux et nombreuses également à connaître et à suivre. Et elle parlait de ce livre, donc souvent, quand voilà, j'ai un peu des vidéastes qui parlent de livres qui m'intéressent, je vais évidemment taper leur titre sur Livre Addict. Et pour les anglophones, bien souvent, je suis au courant que le livre va forcément souvent être qu'en anglais, et que donc je le mets en anglais dans ma liste d'envie, jusqu'à ce que soit il est traduit, ou alors il va falloir que je prenne un peu sur moi et que je le lise en anglais. Mais écoutez, pour le rendez-vous sur l'île de l'horloge, j'ai été très surprise et agréablement même, parce que au moment où Darling Daisy en parle, je tape le titre et je vois qu'il est déjà sorti en français. Trop bien. Ce titre, je l'ai mis parce que quand Darling Daisy en parlait, elle en parlait comme ce genre de livre qui regroupe exactement tout ce qu'on aime. Que ce soit l'ambiance, les personnages, et elle en parlait avec une telle frénésie et un tel bonheur que je me suis dit, mais c'est pas juste une lecture plaisante, ça a l'air d'être vraiment un livre, pas au-delà du incroyable, mais qui te ramène un petit peu en enfance, qui te rappelle à tes premiers amours de lecture. Et c'est exactement ce que va vivre Lucy Hart, notre héroïne dans cette histoire, qui est aujourd'hui une adulte, mais qui a grandi avec une série bien particulière, écrite par un auteur un petit peu fantasque, qui vit d'ailleurs sur la fameuse île de l'horloge, qu'il a reproduite quasi à l'identique de celle qu'il a décrite dans ses livres. Et le dernier tome de la saga n'est toujours pas sorti. Jusqu'au jour où elle va recevoir une invitation qui lui permettrait éventuellement de gagner ce fameux dernier exemplaire. Qui, comme le dit l'auteur, mes chers lecteurs, j'ai écrit un nouveau roman. Il n'en existe qu'un exemplaire, et je vais l'offrir à quelqu'un qui sait exaucer les vœux. Mes lecteurs les plus courageux recevront une invitation très particulière aujourd'hui, Amitié de l'île de l'horloge. Donc évidemment, quand tu attends une fin de série depuis je ne sais pas combien de temps, et qu'en plus tu apprends qu'il n'y aura qu'un seul exemplaire, je ne sais pas à quoi je serais prête, mais je pense que si j'étais à la place de Lucie, il y a de fortes chances que j'aimerais recevoir une invitation comme celle-ci, et que je tenterais peut-être d'avoir ce fameux exemplaire unique. En plus c'est marrant parce que de mon côté, en ce moment j'ai recommencé à lire les Narnia de C.S. Lewis avec Alice, qui forcément arrive dans un nouveau spectre du monde de la lecture. Je prépare d'ailleurs une vidéo, j'espère avec une sorte de collaboration avec elle, pour vous parler un petit peu de ses lectures préférées du moment, des livres qu'elle a lus et qu'elle a beaucoup aimés. Donc ça devrait sortir très vite. Et ça m'y fait un petit peu penser, tu vois, parce qu'à l'époque où je lisais Narnia, je veux dire, Narnia c'était ma vie. je dormais Narnia, je respirais Narnia, je mangeais Narnia, enfin c'était... J'étais tellement à fond dans cette saga que je me rappelle encore que quand j'avais terminé le dernier tome, j'étais tellement triste, pas de la fin de l'histoire, mais j'étais triste de me dire maintenant c'est terminé, il n'y en a pas d'autres, tu sais, il n'y a pas de tome 8, de tome... Enfin, c'est fini, il y en a eu 7 et il n'y en aura jamais d'autres. Je sais pas, ça m'y fait un petit peu penser, d'autant plus qu'elle s'appelle Lucie, comme la petite Lucie dans les premières histoires de Narnia, donc voilà. Alors évidemment, je ne pouvais pas ne pas le mettre celui-ci, parce que rien qu'en anglais, je sais que certains l'ont lu et l'ont beaucoup aimé. Je pense qu'il serait parfait pour la période fin d'automne-hiver. C'est Requiem pour les fantômes de Catherine Arden. Parce qu'on adore Catherine Arden, parce que Catherine Arden, elle écrit des choses trop bien. On commence en janvier 1918, où Laura va devoir revenir du front blessée, donc elle retourne dans son pays, au Canada, et elle va recevoir, peu de temps après, une lettre lui annonçant la mort de son frère, Freddy. On revient en arrière, en novembre 1917, donc vraiment 2 mois avant le retour de Laura. Donc après une explosion, Freddy se retrouve dans une sorte de no man's land entre la vie et la mort. Et donc ils sont pas mal désorientés, ils vont devoir un petit peu unir leurs forces pour essayer de s'en sortir, mais ils sont quand même dans une sorte de monde entre la vie et la mort. Donc est-ce que tu peux vraiment ressortir de cet endroit-là? Laura, elle, de son côté, du moment qu'elle apprend ce qui a pu arriver à son frère, elle décide de retourner en Belgique. Là où je fais confiance à Catherine Arden, c'est qu'elle est vraiment très forte pour écrire des très très bonnes histoires, donc j'ai pas trop peur. Et je termine avec Starling House, qui du coup fait référence au livre Le Temps des sorcières. Pourquoi? Parce que c'est la même autrice, voilà. Starling House, c'est une maison, un manoir, qui a l'air de terrifier beaucoup les habitants de la petite région où il a été construit.
Donc les gens, en général, ne s'en approchent pas. Mais c'était sans compter Opal, qui n'a pas de famille, n'a pas de passé, n'a pas d'avenir, ne se souvient de quasiment rien de sa vie, et donc un peu prête à tout pour juste, visiblement, vivre quelque chose. Elle décide donc de faire un petit peu don de son sang au portail pour qu'il s'ouvre, et elle va totalement se laisser happer par Starling House. Il y a un côté vieille baraque qui craque, horreur, tout ça, moi je signe direct. J'adore, enfin j'en sais rien, je peux pas adorer, je l'ai pas lu, mais ça donne très envie, voilà. Voilà pour cette liste d'envies. Oh là là. Maintenant le pire c'est que ça m'a donné encore plus envie d'arrêter d'attendre et de les acheter tout de suite. Mais là où vous entrez en jeu, c'est que si vous en avez lu parmi cette sélection et que vous dites mais Margot, qu'est-ce que tu attends? Bien sûr qu'il faut que tu les achètes. Ou alors plutôt pour certains, non écoute, moi j'ai pas trop aimé, si ça m'a pas trop plu. Franchement, n'hésitez pas, les commentaires ils sont là pour ça, c'est des livres que j'ai pas lus, mais peut-être que vous aussi, tout à coup, ils vous ont... Tu vois, et donc les avis des gens en commentaire pourraient vous intéresser. Ça sert aussi à ça, d'un petit peu zioter les sorties, les news, les titres parus un certain temps, qu'on vous a conseillés, etc. De pouvoir échanger un peu les avis avec les gens, je pense que ça permet de faire un peu le tri et de se décider ou non à enfin acheter certains livres. Je vous souhaite évidemment de très belles lectures, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.